On réagit pas tous de la même manière face à certaines typologies de dirigeants où on n'arrive pas tous à créer le même lien avec certains dirigeants. Aucun d'entre nous n'est universel. Cette logique de partenariat, tu ne peux réellement la développer qu'à partir du moment où il y a un ressenti de valeur partagée. On a du temps devant nous et on a du temps devant nous pour les accompagner dans leur projet de croissance. Au-delà de l'aspect purement mise en relation, on a vu plein de modèles d'entreprises différents, plein d'organisations différentes, et on a une capacité aussi effectivement à leur dire ça c'est une problématique qu'on a déjà vécue dans d'autres circonstances, voilà ce qui a été fait par cette équipe-là. Ça peut être une alternative à réfléchir, une autre voie à explorer. L'idée c'est vraiment de créer un dialogue. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leur projet de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une introduction assez courte. Dans cet épisode, j'ai été ravi de partir à la rencontre de Nam Metzger, directrice de participation au Crédit Mutuel Equity. Le fil rouge de la carrière de Nam, ça a été d'accompagner des entrepreneurs. Donc elle a fait du conseil financier, ensuite elle a fait de la direction financière, donc dans une équipe de corporate développement. Et enfin, il y a une dizaine d'années, Nam a commencé sa carrière en private equity. Dans cet épisode, elle nous parle de l'intérêt de faire du conseil financier pour ensuite faire du private equity. Elle nous dit ce qu'elle recherche chez les jeunes qui veulent travailler en private equity, donc pour les recrutements. Comment elle a accompagné les entreprises qu'elle a dans son portefeuille dans la réponse à la crise du Covid. Ou encore, elle nous donne un cas concret de comment créer une culture commune en cas d'acquisition. Alors personnellement, j'ai trouvé la discussion passionnante et j'ai eu des retours sur le fait que certains passages des épisodes étaient un petit peu techniques. Alors j'ai une newsletter avec le podcast, j'ai adapté. Et donc dans cette newsletter, on revient sur 3 points techniques qui sont abordés pendant l'épisode avec leur définition, avec les références de l'épisode, donc les noms, les œuvres ou les entreprises qui vont être citées, les actualités des anciens invités du podcast et une sélection d'emplois en private equity parus dans la semaine. Pour trouver cette newsletter, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la page LinkedIn Bienvenue au Capital et de cliquer sur s'inscrire. Je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Nam Metzger, directrice de participation au Crédit Mutuel Equity. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nam. Bonjour Mathieu. Et Nam, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui sur Bienvenue au Capital. Ça fait 5 mois que je suis en stage donc au Crédit Mutuel Equity et que je te vois parler ou que je t'entends parler avec des dirigeants. Tu es arrivé à créer avec eux des relations où ils te posent des questions, où ils t'interrogent sur certaines problématiques qui vont un petit peu plus loin que les questions qui sont censées te poser seulement parce que tu es au capital. C'est-à-dire qu'on investit en minoritaire et que tu es arrivé à créer des relations de confiance qui font que tu peux les accompagner sur d'autres sujets de la stratégie. Donc ça va être assez intéressant d'aborder ça aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, je te propose de te présenter. D'accord. Nam Metzger, moi je suis directeur de participation au sein de Crédit Mutuel Equity dans le segment qui est notre segment d'investissement principal qu'on appelle Capital Développement, où nous sommes systématiquement minoritaires avec la volonté d'être un minoritaire avec du poids, c'est-à-dire que nous sommes systématiquement leaders ou co-leaders ou chefs de file effectivement d'un pool d'investisseurs ou investisseurs
significatif au capital des entreprises, mais comme tu le disais justement, avec ce tropisme très minoritaire. Une fois qu'on a dit ça, mon parcours, ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille dans les métiers du haut de bilan, avec une carrière qui a démarré plutôt dans les métiers du conseil, avant de rejoindre un groupe coté, en fait, spécialiste de la logistique, pour m'occuper des opérations de croissance externe, de développement organique, de diverses missions, effectivement, pour la direction générale ou la direction financière de ce groupe-là. Donc ça, c'est une vision de l'intérieur. Enfin, les métiers du capital investissement, à travers une première expérience chez Andera Partners et maintenant chez Crédit Mutuel Equity, avec cette volonté de rechercher, effectivement, comme tu le disais, une relation de partenariat avec les dirigeants qu'on accompagne. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, ça fait partie de nos thèses d'investissement centrales. D'accord, parce que donc ton parcours avant d'entrer dans l'investissement, tu as fait du conseil, tu as fait du corporate et Absolument. Ensuite tu allé dans l'investissement. Les carrières un petit peu classiques dans l'investissement, c'est justement de passer par le conseil pour au final aller sur l'investissement. Tes 2 expériences précédentes, qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter pour faire ce métier aujourd'hui d'investisseur ? Alors, le métier du conseil te permet d'aborder de façon assez large des problématiques transactionnelles extrêmement variées. Et donc d'accompagner des dirigeants avec des personnalités bien évidemment extrêmement différentes, mais aussi des objectifs extrêmement différents. Entre un dirigeant qui veut céder son groupe, un dirigeant qui veut absolument que son groupe reste indépendant et fasse l'objet d'une transmission intrafamiliale, un groupe qui cherche des moyens de développement. Les problématiques à chaque fois sont assez différentes. Et la réaction des dirigeants va être assez différente aussi. Une fois qu'on a dit ça, l'objectif pour arriver en fait au projet que souhaite le dirigeant, c'est la même typologie d'écoute que ce que l'on peut avoir en tant que sparring partner en minoritaire aux côtés d'un dirigeant. On n'est pas là pour leur imposer des choses. Ils sont seuls maîtres à bord et a fortiori quand il s'agit de l'avenir de leur entreprise et de la pérennité de cette entreprise. L'idée, c'est de les aider et de les aiguiller à mener le projet qui est le leur. Et ça se fait principalement par l'écoute, la compréhension de leurs objectifs qu'ils n'arrivent pas toujours à formaliser ou qu'ils ne veulent pas toujours verbaliser de façon claire parce que il y a de la pudeur, il y a de la réticence, on parle de sujets extrêmement sensibles, il peut y avoir de l'ego aussi, et ça, il faut le comprendre, essayer de le cerner parce que dans le M&A, tout comme dans l'investissement, si on n'a pas calibré le besoin, compris les moteurs des dirigeants, on prend le risque d'aller à l'échec de l'opération. Ok, et donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience, juste alors j'ai l'impression, parce que tu dis que c'est en t'appuyant aussi sur les relations que tu as pu nouer pendant le conseil, que tu as compris comment les accompagner, comment faire justement sparring partner, et comment, tout en les laissant mettre à bord, tu arrives à les aiguiller ou à leur donner des informations qui seront... Alors, il y a l'expérience, bien évidemment, mais l'expérience, c'est aussi la somme des erreurs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque investisseur est différent et on réagit pas tous de la même manière face à certaines typologies de dirigeants où on n'arrive pas tous à créer le même lien avec certains dirigeants. Aucun d'entre nous n'est universel. Alors bien sûr, tu peux améliorer ça grâce à l'expérience en sachant que si t'es trop direct ou si trop subtil, les messages ne seront pas forcément compris ou intégrés par les dirigeants que tu accompagnes, que ce soit en conseil ou en investissement. En revanche, il y a un facteur qui est extrêmement clé au départ. C'est nous on parle de la PME et de l'ETI, donc ce sont des groupes qui sont généralement très incarnés à travers leurs dirigeants, et on va mettre l'humain vraiment au cœur
de l'analyse. La réalité des choses, c'est que cette notion de connexion avec le dirigeant, cette logique de partenariat, tu ne peux réellement la développer qu'à partir du moment où il y a un ressenti de valeur partagée. Il y a ce qu'on appelle un fit qui se crée. Ce fit, il peut être aussi bien en termes de personnalité. On peut avoir des personnalités non compatibles, et pour ça, ça, on les ressent. On essaye de le ressentir très très tôt dans la relation. D'accord. Pour potentiellement mettre un autre directeur de part dessus. Éventuellement, pour potentiellement changer. ou alors accepter d'accompagner des dirigeants dont on sait que la relation sera pas forcément facile. Parce qu'ils ont tous de très fortes personnalités. Ils sont pas en situation de réussite comme ils le sont sans avoir leur personnalité propre et leurs particularités. Et ça, parfois, il faut accepter de se dire, la relation ne va pas être simple. Elle va probablement passer parfois par des situations conflictuelles. La difficulté est de savoir si on peut faire passer des idées dans ce contexte qui potentiellement peut devenir conflictuel. Parce que les très bons dirigeants, j'en parlais du coup la semaine dernière avec Edouard Malandrin, les bons dirigeants sont pas forcément les meilleurs partenaires. Oui et non. Déjà, la qualification de bon dirigeant, elle est difficile, si tu veux, à appréhender. Moi, j'appréhende les choses un tout petit peu différemment. Tu as des styles de management différents qui sont étroitement inhérents à la personnalité de chacun des dirigeants. Ces personnalités sont forcément très fortes. Certains dirigeants, on le voit, suscitent l'adhésion totale dans leurs équipes, quand bien même ils sont seuls maîtres à bord et sont peu à l'écoute de conseils qui soient internes ou externes, y compris de leurs partenaires en capital. Pour autant, ce sont de très bons dirigeants et ça ne veut pas dire que ils sont pas capables, à un instant de raison, d'écouter. Mais c'est pas dans leur nature immédiate. Okay. D'autres dirigeants sont beaucoup plus dans la concertation, ou en tout cas donnent l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans la concertation, aussi bien avec leurs cadres, leurs salariés, que leur environnement de conseil, et montrent une curiosité en fait pour l'opinion, les conseils qu'on peut leur donner, en partant du principe que recueillir le maximum d'avis ou de recommandations leur permet de faire des choix et des décisions de façon beaucoup plus éclairée. Ok, d'accord. On a vraiment, dans ce spectre-là, on a un petit peu toutes les typologies. Ça n'en fait pas des bons ou des mauvais managers, ce sont des styles de management différents. Ok, et donc ça fait des styles de management différents. J'imagine que à ce moment-là, donc dans le pré-investissement, au moment où tu justement sondes les dirigeants pour arriver à les comprendre, c'est un moment qui est vraiment clé dans le process d'investissement et qui conditionne plus ou moins les 5 ou 7 prochaines années d'accompagnement. Oui, bien sûr. En dehors d'une analyse à 360 degrés qui est très normée entre guillemets dans notre métier, on revoit toute la partie stratégie, la partie financière, l'organisation, tout ça correspond à une grille quelque part d'analyse. Et les grands critères justement de Crédit Mutuel, si tu veux les rappeler, les grands critères d'investissement. Les grands critères d'investissement dans la partie minoritaire, on a nous la chance d'avoir un spectre d'investissement qui est extrêmement large, qui nous permet de, on va dire, notre cœur de cible. En ticket d'investissement, ça va être du 2 à 50. Dans les extrêmes, on va pouvoir aller jusqu'à 100 millions d'euros en ticket d'investissement et puis démarrer effectivement à 2 avec cette capacité particulière d'être capable de réinjecter en cours de vie ou d'accompagner plusieurs cycles de croissance, ce que l'on fait parfois dans certaines entreprises, et de rester 15 ans au capital. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on reste 15 ans à ne rien faire. C'est généralement 3 ou 4 cycles de croissance différents. Pour en revenir aux facteurs clés de motivation d'un investissement, bien évidemment, on ne défend bien un dossier qu'à partir du moment où on a confiance dans l'équipe de management et en général quand on a confiance dans le dirigeant. Aujourd'hui, c'est
beaucoup plus compliqué, et ça c'est une mutation des 10-15 dernières années, hein. On va de plus en plus vers l'intermédiation des opérations, ce qui veut dire qu'on a très peu de temps pour se faire une idée des personnes que l'on a en face. Quand on dit se faire une idée des personnes que l'on a en face, on n'est pas dans un critère de jugement, on est dans un critère d'appréciation, c'est assez différent. Est-ce que on a la personne, le dirigeant qui a entre guillemets les moyens de ses ambitions, parce qu'ils vont nous décrire effectivement leur ambition. Est-ce qu'on pense qu'ils peuvent y arriver? Et dans le est-ce qu'on pense qu'ils peuvent y arriver, c'est pas forcément est-ce qu'il a les épaules pour faire, mais est-ce qu'il saura s'entourer? Comment il gère ses équipes? Est-ce qu'il saura faire évoluer sa manière de manager, sa manière d'entourer ses équipes pour arriver à tenir ce plan de croissance? Et aujourd'hui, on a très peu de temps pour jauger ça. Est-ce qu'on a des ADN compatibles? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? La réalité, c'est que dans des process extrêmement rapides, généralement, un process dure aujourd'hui, intermédiaire en tout cas, peut durer 4 mois, 5 mois, 6 mois maximum. C'est très court. On est sur la même ligne de départ avec beaucoup de nos confrères en règle générale sur les premiers rendez-vous. Donc, on a 2 heures pour essayer de jauger qui on a en face de nous. Eux, de la même manière, ont finalement très peu de temps pour essayer de voir quelle est la différence entre les positionnements des différents acteurs financiers. C'est un exercice de style qui est souvent biaisé également parce que tout le monde essaye de se présenter sous son meilleur jour. Quelque part, on défend pas tous les mêmes valeurs, mais en tout cas, dans la présentation, la première présentation, je me mets à la place des dirigeants. Je pense que c'est extrêmement difficile de différencier un acteur d'un autre. Nous, on a la chance d'être effectivement acteurs sur fonds propres, ce qui nous donne une particularité de temps long, de réinvestissement, comme je te le disais tout à l'heure, et cette capacité, tu vois, là, on est en pleine période de crise. Différer nos engagements de sortie n'est pas un problème. Réaffirmer notre positionnement aux côtés des entrepreneurs n'est pas un sujet non plus. À la fois parce que vous pouvez réinvestir et à la fois parce que vous n'avez pas un fonds à sortir et à rendre... Non, on a moins de contraintes de temps, bien évidemment, puisque nous n'avons pas de souscripteurs à qui nous devons retourner les fonds avec un minimum de performance attendu. Ce qui nous donne plus de sérénité dans la gestion de nos lignes, et je pense qu'une partie des dirigeants ressentent cela à travers les relations qu'on peut avoir avec eux. On a du temps devant nous, et on a du temps devant nous pour les accompagner dans leur projet de croissance. Si le business plan ne se déroule pas comme prévu, si une acquisition ne se présente pas au bout de la 2e ou la 3e année, mais la 4e ou la 5e, on vient de le faire il y a pas très longtemps sur un des groupes qu'on accompagne. On vient de proroger en fait notre clause de liquidité. On a rajouté 4 années. D'accord. Ces 4 années ayant vocation, 1, à absorber la crise actuelle, 2, à leur permettre d'intégrer une acquisition structurante et de commencer à dégager les synergies avant d'exercer la promesse qu'on s'était faite mutuellement, qui était de céder à 100% du capital du groupe. Justement, tu parles de la crise qu'il y a actuellement, les participations... qu'est-ce que tu as pu voir du coup sur cette année, à quel point elles ont été touchées, et est-ce que tu as peut-être des beaux exemples au contraire de résilience et d'adaptation? Je sais pas si tu as un Alors exemple. On a tous les cas. Okay. En tout cas, moi, dans mon portefeuille, j'ai tous les cas. Okay. J'ai des sociétés qui, parce qu'elles étaient positionnées sur un segment porteur, ont continué à se développer, voire ont vécu une forme d'effet d'aubaine sur un instant de raison. Et ces groupes-là continuent de se développer assez fortement. Et de manière très large, les secteurs qui étaient plus porteurs. Alors, l'agroalimentaire, notamment toute la partie bio, toute la partie un petit peu produits essentiels, c'est
a continué de se développer extrêmement fortement. C'était déjà une tendance de fond. On va dire que ça s'est accéléré sur la partie alimentaire. On a tous connu l'engouement pour les grandes surfaces bio. Bizarrement, on en a dans le monde de la sécurité. Qui ont extrêmement bien performé malgré la période de confinement, malgré 2 mois de fermeture. On constate quand même une croissance très importante à 2 chiffres du chiffre d'affaires et qui n'est pas lié là pour le coup à un effet d'aubaine. D'accord. On était sur une tendance embarquée qui était bonne et on a une forme d'accélération, mais ça c'est grâce aussi au positionnement de l'entreprise qui, depuis les 4 ou 5 dernières années, a résolument pris une place de leader français devant l'ensemble de ses concurrents et qui a bénéficié aussi d'un report mécanique de clients parce que elle offre un service qui est différenciant en réalité. Okay. Donc ça, c'est plutôt la catégorie bonne surprise puisque on pensait que c'était un secteur corrélé au monde du BTP qui a quand même un petit peu souffert de cette crise, même si les indicateurs sont plutôt bons sur ce début d'année et là sur la fin d'année. Et en fait, on s'aperçoit que ce groupe-là n'a pas du tout été touché en fait. Donc, on a quand même des bonnes surprises. D'autres groupes qui ont été touchés, mais qui restent, où 2020 restera quelque part une forme d'épiphénomène, c'est surtout la fermeture des sites lors du premier confinement qui a engendré un manque à gagner. Et finalement, ces sociétés-là qui ont connu une baisse ponctuelle de leur activité soldent l'année entre -5 et -8% de chiffre d'affaires, ce qui est entre nous un moindre mal dans le contexte actuel. Et la tendance début 2021 est plutôt réorientée à la hausse, sachant que effectivement, si un nouveau confinement se profile, il faudra, on en subira encore probablement les impacts. Sachant que justement, le fait d'avoir un fonds à son capital, en l'occurrence la CME, pour ces entreprises, je suppose que ça a été un avantage parce que vous avez pu leur apporter des informations sur potentiellement les PGE, sur les aider à renégocier peut-être leurs dettes. Ça, c'était toute la gestion de phase de crise qu'on a connue en fait pendant le premier confinement et suite au confinement. On a pour les entreprises qui en avaient besoin et on en a tous quelques-unes en portefeuille. On les a beaucoup accompagnés sur les conditions effectivement des PGE, mais avant même d'aller sur les PGE, il y avait tout le dispositif et l'arsenal réglementaire, tout l'arsenal d'aide de l'État qui a été mis en place et mis en œuvre très très rapidement et on les a accompagnés dans chacune de ces démarches et surtout on les a accompagnés en amont sur justement cette fameuse gestion de crise en leur demandant de déployer des prévisions de trésorerie extrêmement fines. D'accord. Pour toutes celles qui étaient touchées, alors quand on parlait de sociétés touchées, on en a qui sont durement touchées, l'industrie du tourisme, tous les métiers qui sont corrélés à la restauration, les cafés, les bars, l'hôtellerie également, tous ces secteurs-là, d'ailleurs connaissent encore un coup d'arrêt extrêmement violent. Et pour celles-là en priorité, on leur a demandé de se lancer très vite dans un exercice de prévisionnel de trésorerie, parce que dans ces situations, il faut savoir combien on tient et combien on brûle. Là, c'est un vilain mot, mais on raisonne en cash burn tous les mois, voire toutes les semaines, en fonction des activités des entreprises. Donc, ce constat-là, certaines entreprises sont très outillées et n'avaient pas besoin de nous pour rentrer dans cette démarche-là parce que de façon spontanée, ils avaient fait la démarche. D'autres entreprises, c'est vrai que quand on n'a jamais vécu de crise, on vit plutôt très confortablement et les groupes sont peut-être moins sensibles à quels sont les outils de pilotage qu'on met en place dans ces moments difficiles. Et là, on les a sensibilisés.
activités, on leur a préparé des matrices qu'on a adaptées en fait à leur activité, parce que chaque activité est différente et la consommation de trésorerie s'appréhende de manière différente selon que vous faites de la production et que vous avez toutes vos chaînes qui sont arrêtées, ou que vous faites du négoce ou de la prestation de service. C'est pas tout à fait la même chose en termes de flux de trésorerie, et on a accompagné les groupes qui n'avaient pas l'habitude de raisonner de cette manière-là, en leur expliquant la démarche, en les aidant à formaliser et à adapter ces outils de prévision de trésorerie à leur activité. Pour certains groupes, c'est devenu en fait un indicateur de suivi qu'ils ont intégré dans leurs propres dans leurs propres outils de suivi pour continuer à piloter leur groupe, quand bien même ils étaient entre guillemets sortis d'affaires. Sur l'année 2020, de façon très transparente, c'est aussi un exercice qui nous a permis, nous en tant qu'actionnaires, de nous rassurer sur la résistance et les capacités de financement de chacune de nos participations. C'est-à-dire que on n'a pas eu de cas critiques sur l'année 2020. On savait qu'on passait 2020 sans encombre, et ça nous a permis aussi de nous doter des outils qui nous permettent d'anticiper d'éventuelles difficultés à venir sur l'année 2021. Nous avons également mis en place des outils d'urgence en cas de besoin de trésorerie important auquel l'entreprise ne pourrait pas faire face dans les mois à venir. Et ça, c'est une forme de réassurance, effectivement, pour les dirigeants. C'est-à-dire des outils d'urgence ? Alors, c'est-à-dire que on se prépare, on a la capacité de mobiliser très rapidement des quasi-fonds propres ou du compte courant dans un premier temps pour pouvoir appuyer l'entreprise quand c'est nécessaire. Ok, donc vous avez déjà prévu on a des outils qui ont été créés suite au premier confinement, qui sont des outils que l'on peut mobiliser pour les entreprises en cas de besoin. Ok, d'accord. Et donc c'est vrai qu'au début on parlait un petit peu de la phase de pré-investissement où donc il fallait comprendre vraiment la direction de l'entreprise. C'est des process qui sont assez rapides, donc il faut comprendre assez vite. Et final, là, on est parti plus sur la partie monitoring, donc avec l'apport que vous avez pu avoir tout à fait. Pendant le Covid. Comment ça se passe entre le pré-investissement et l'investissement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une roadmap une fois que vous êtes shortlisté ? Enfin, comment se passe le process ? Alors après, chaque cas est différent. Chaque cas est différent, la relation s'installe. Encore une fois, je pense que une relation qui s'établit sainement au départ, parce que c'est une relation de confiance. Nous, en tant que minoritaire, on n'est pas pas un gérant dans la gestion. Ça, c'est pas la vocation d'un investisseur. C'est les dirigeants qui restent aux manettes opérationnelles. La création du dialogue, elle se fait de personne à personne. On parle souvent d'un intuitu personné. Oui, c'est une réalité parce que quand on a réussi à créer ce lien et se dire on partage les mêmes valeurs, la même vision du développement de l'entreprise, et que le dirigeant a compris qu'on n'était pas là que pour le challenger ou pour lui demander du reporting, mais également essayer de l'aider dans la mesure de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire on a quand même un panel assez large d'entreprises qu'on a pu accompagner par le passé. Et au-delà de l'aspect purement mise en relation, on a vu plein de modèles d'entreprises différents, plein d'organisations différentes, et on a une capacité aussi effectivement à leur dire ça c'est une problématique qu'on a déjà vécue dans d'autres circonstances, voilà ce qui a été fait par cette équipe-là, ça peut être une alternative à réfléchir, une autre voie à explorer. L'idée c'est vraiment de créer un dialogue. De créer un dialogue pour créer de la valeur. Exactement. Et justement, c'est un peu le but j'ai fait, du coup, tu sais, mon mémoire dessus, là, c'est le but de ce podcast, de voir la valeur que peuvent apporter les fonds. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple
concrets que tu pourrais nous partager sur justement des exemples que tu as pu voir sur des secteurs ou sur des entreprises, un petit peu des best practices, et que du coup tu as pu partager à des dirigeants sans être trop précis, mais... Bien sûr. Tu demandais tout à l'heure, effectivement, dans notre process d'investissement, il y a cette phase d'identification pré-investissement. Dans ce pré-investissement, on va se nourrir des remontées des différents audits, qui sont bien sûr des choses un peu statiques, puisque c'est fait à un instant T sur souvent de l'information très financière ou très quantitative et finalement assez peu de qualitatif. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle des révélateurs de l'organisation d'une entreprise. Quand tu regardes les volets sociaux, juridiques, fiscaux et bien évidemment financiers, ça va te faire remonter un certain nombre d'informations sur l'organisation de l'entreprise. À partir de là, on va nous établir quelque part une feuille de route, qu'on la formalise ou qu'on ne la formalise pas. On se dit, tiens, tel segment au niveau RH, faut s'assurer que tel segment est bien géré ou pas bien géré. Il y a quand même beaucoup d'accidents du travail ou beaucoup de prud'hommes ou beaucoup c'est vraiment des signaux, des points de vigilance qu'on se note en se disant il faut qu'on les investigue avec le dirigeant. Ça va dans notre intérêt à tous, aussi bien financier parce qu'on va limiter soit l'incidence de contrôle URSSAF ou l'incidence de contrôle de l'inspection du travail ou l'occurrence d'accidents ou ce genre de choses. Et après on va regarder aussi effectivement au niveau financier, tiens, au niveau pilotage, est-ce que tout nous paraît bien piloté? Tiens, c'est étonnant dans une société de négoce où on n'a pas un inventaire tournant des stocks, alors que c'est quand même un enjeu majeur quand tu rachètes une société de négoce. Tu as certes son fonds de commerce, mais tu as surtout effectivement à l'actif ses stocks. Donc c'est des petites mécaniques comme ça qui remontent. Dans les échanges avec les dirigeants, quand on a pu en avoir ou quand on a pu observer d'un peu plus près son organisation, il y a peut-être des signaux faibles qui vont remonter. Et là, c'est vraiment des points de vigilance pour nous qu'on va se noter et on va mettre ça en face de l'ambition de développement du management. Et cette feuille de route, on va l'alimenter, on va essayer en tout cas de la descendre avec les dirigeants. Et on va monter progressivement en puissance dans notre compréhension de l'entreprise. D'accord. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est dans un process intermédiaire, on a très peu de temps pour faire cet exercice-là. Et on n'a parfois pas du tout l'opportunité de le faire. Il nous arrive de faire des opérations où, malheureusement, on a un accès très limité au management. Et quand on parle du management, c'est pas uniquement le dirigeant, c'est aussi tout son CODIR ou son COMEX ou l'organe opérationnel dirigeant de l'entreprise. Et ça, on y a très rarement accès dans un process organisé. C'est pour ça que nous, on préfère de loin avoir une construction d'opérations sur mesure qu'on source nous-mêmes parce que ça nous donne le temps de bien comprendre les dirigeants, la façon dont ils sont organisés, dont leur entreprise est organisée, et ça nous permet d'écrire une feuille de route qui est quand même beaucoup plus circonstanciée et plus fine. D'accord. Et cette feuille de route, c'est vraiment cet outil de suivi au fil du temps, au moins dans ce premier cycle de 4 ou 5 ans d'accompagnement des dirigeants. Okay, vous essayez de la faire pour 4-5 ans C'est un minimum. En moyenne, nous, on reste investi plutôt 7 ans. D'accord. Avec, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, la possibilité d'accompagner, il y a des participations, on est depuis 15 ans. Justement, je réagissais parce que ça me paraissait presque du moyen, voire long terme. Donc c'est vraiment des objectifs type BP, et donc c'est pas forcément une feuille de route pour des actions opérationnelles dès l'entrée. Parfois, ça se traduit en actions opérationnelles dès l'entrée. Okay. On a financé une société qui était, ça tu vois, c'est quelque chose qu'on sait faire également, qui était à mi-chemin entre ce qu'on appelle le venture, donc capital risque pur, et capital développement. Quand on est rentré au capital de cette société, on avait déjà une feuille de route extrêmement dense, parce que ce sont des groupes qui grandissent extrêmement vite et dont on sait que la structuration des équipes est plutôt a posteriori que a priori.
Ce qui veut dire que si on ne veut pas se retrouver dans une situation où l'entreprise a grandi tellement vite que on ne maîtrise plus rien, il faut dérouler un plan de structuration extrêmement fin. Et donc tout ça, on avait travaillé avec l'équipe de management pour nourrir ce business plan, on savait qu'on allait passer par des paliers de structuration importants et on avait dans la feuille de route aussi bien des objectifs en termes de reporting financier, parce que grandir c'est très bien, mais si on ne sait pas comment on fait sa croissance et combien de trésor il nous faut le mois suivant pour financer cette croissance-là, ça peut être vite compliqué. Ça peut devenir très vite compliqué et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de défaillances en fait dans ces stades de vie d'entreprise. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais du coup de cash burn, et ben c'est justement en accompagnant ce genre d'entreprise qu'aussi tu développes ton expertise sur ces modèles-là et qu'ensuite tu peux la ramener à d'autres entreprises, là pour le Covid, pour les aider à développer ces modèles-là. Là on a aussi beaucoup appris, si tu veux, de la partie venture chez nous, qui, elle, résonne complètement en cash burn et en modèle d'organisation très évolutif. Et ça, avant d'investir, on a beaucoup échangé pour bien comprendre la logique, la démarche. Et nous qui sommes plutôt investisseurs sur des sociétés de type mature, avec un socle installé, c'est une démarche complètement différente. Mais à l'autre bout du spectre, une entreprise très mature qui envisage une croissance externe, ce qu'on appelle structurante, c'est-à-dire qu'il va modifier considérablement son organisation, sa taille critique, et qui peut bouleverser aussi sa structure de financement, c'est un enjeu qui est au moins aussi fort et qui se prépare de façon complètement différente. Là, sur la partie venture, effectivement, on a calé le cash burn, les étapes de structuration, sur tous les volets. On parlait tout à l'heure du reporting, mais aussi organisationnel. Le patron des achats, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas scinder la fonction achat entre procurement, gestion des stocks? À l'origine, c'était une personne qui faisait tout. Quand l'entreprise grandit et grandit très vite, il y a un moment où il faut arriver à segmenter. Oui, il y a beaucoup de dirigeants qui apprécient d'avoir des espèces de couteaux suisses dans leur organisation. Ces gens-là, bien évidemment, sont extrêmement précieux dans ces phases de démarrage parce qu'ils sont capables de mener plusieurs tâches de front. Il y a un moment où, en fonction d'une certaine taille, il faut malheureusement et heureusement spécialiser quelque part ces équipes pour avoir un pilotage vraiment efficient de la croissance. La croissance externe, à l'inverse, surtout quand elle est structurante, le danger n'est pas tellement dans la réalisation de l'opération, c'est l'après. C'est comment on intègre, comment on met la patte de l'acquéreur et le contrôle quelque part de l'acquéreur. Bien sûr, il a le contrôle en capital, mais est-ce que pour autant, il met suffisamment vite en place une organisation et une communication qui lui permet d'asseoir son emprise sans que ce soit vécu comme une agression et en même temps, à quelle vitesse est-il capable de déployer tout ce qui sera les garde-fous au sein de cette entité finalement qui est une entité étrangère entre guillemets et qu'il faut acculturer et intégrer dans le périmètre de l'entreprise. Et ça, justement, ça va être un vrai sujet d'arriver à scinder les deux cultures entre elles. J'imagine, par exemple, que quand une entreprise a une croissance externe et rachète une autre entreprise, si le dirigeant fondateur de l'entreprise rachetée reste, par exemple, c'est potentiellement un peu plus compliqué pour l'intégration au niveau de la culture que si en fait il cède son entreprise pour faire autre chose, non? Bien sûr. Alors après, là encore, on a tous les cas de figure. Généralement, dans les cas d'acquisition à 100%, les dirigeants fondateurs restent pour gérer de l'accompagnement. Il n'y a jamais deux patrons à bord, ce qui veut dire que les missions sont clairement établies, il faut transmettre le relais. Le vrai questionnement, c'est a-t-on la personne en interne pour prendre le relais? L'animateur de cette future entité du groupe qui saura véhiculer et la culture d'entreprise et les évolutions stratégiques et les transcrire au niveau opérationnel.
Ça, c'est une vraie problématique pour beaucoup de groupes. Nous, on l'a vécu il y a pas très longtemps dans un groupe de négoce spécialisé qui a acheté en fait pour la première fois une société à 100%. C'était sa première vraie opération de croissance externe. Ok. C'était relativement structurant, tant autant du montant que de l'enjeu d'intégration, parce que c'est un groupe qui a une culture d'entreprise extrêmement forte, mais cette culture d'entreprise aussi a été historiquement le frein à des opérations de croissance externe. S'il n'en avait pas fait avant, c'est qu'il sentait que ça Avec le pas... dirigeant, on a eu à plusieurs reprises, alors après, est-ce que la cible était bonne ou pas bonne, on le saura jamais, mais on a eu, à chaque fois qu'on a regardé des sujets de croissance externe, le dirigeant reculait parce qu'il disait, mais comment je vais faire pour impulser la même énergie que celle que j'ai dans mes équipes, pour avoir le même niveau de culture d'entreprise? Ça paraît très compliqué, c'est un gros risque. On prend le risque en fait de faire moins bien avec l'entreprise qu'on rachète que si elle était indépendante. C'est un risque que je ne veux pas prendre. Ok. Et en fait, sur cette opération qu'on a réalisée, c'était il y a maintenant 1 an et demi. C'était pas la première fois qu'il regardait cette cible. Je lui ai dit, bah, écoutez, je sais que vous êtes réticent, mais allons faire une immersion au sein de cette entreprise-là. Et on va voir si vos cultures d'entreprise vous paraissent si éloignées que ça. D'accord. Parce qu'à travers le mot culture, il y a plein de choses. Qui sont les salariés, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ça fonctionne, et ça, on peut pas savoir si on n'est pas allé faire un tour. Du coup, on a organisé une rencontre avec le dirigeant cédant. D'accord. Vraiment en lui disant on fait pas d'offre, on n'est pas sûr, on veut vraiment simplement ressentir l'atmosphère, comprendre comment vous êtes organisé, quels sont vos moteurs à vous pour la vente, et puis on verra après si on décide d'avancer ou pas. Et en rencontrant les équipes, le dirigeant s'est rendu compte que oui, c'était une équipe performante, que ils avaient tous à cœur de développer leur entreprise. Puis finalement, c'était l'ambiance, l'atmosphère de travail qu'on ressentait était assez proche de celle qu'ils vivaient. Et en discutant avec les salariés, on s'est aperçu qu'il y avait eu une inquiétude. L'inquiétude, c'était le dirigeant fondateur qui lui avait fondé cette entreprise, mais c'est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. D'accord. Là, il était arrivé à un niveau où il gérait du récurrent et il voyait plus trop comment développer son entreprise et ça ne l'amusait plus. Et il avait un autre projet en parallèle qui n'avait rien à voir avec ce segment d'activité et c'est pour ça qu'il voulait vendre l'entreprise. D'accord. Et il y avait cette inquiétude au sein des salariés et puis ce côté un petit peu il savait que ce dirigeant, il s'en était jamais caché, voulait se désengager et aller faire vivre une autre histoire. Et donc les salariés le dirigeant sortant ou le dirigeant sortant. D'accord. Et il voulait vraiment avoir une perspective, se projeter. Et c'était difficile dans ce contexte-là. Donc c'était anxiogène. C'était un vrai sujet d'inquiétude pour l'ensemble des salariés. D'accord. Une fois qu'on a fait ce constat-là, c'était une entreprise très bien organisée, on voyait très bien les synergies. Le dirigeant s'est tourné vers moi, il m'a dit mais si le dirigeant sortant ne nous accompagne pas, comment on fait? Alors on a regardé thème par thème. On s'est dit ils ont un outil informatique qui est performant, on peut le plugger très rapidement sur le nôtre. On a une compta qui est externalisée, donc ça c'est pas compliqué à récupérer non plus. Une paye qui est externalisée, c'est pas compliqué. Une démarche commerciale qui est très proche. On a un directeur commercial en place. On a un patron de la logistique. Tout va bien. Il nous manque simplement un animateur. Et là, j'ai interrogé le dirigeant, je lui ai dit, est-ce que dans l'organisation de ton groupe, tu identifies des profils qui ont envie d'évoluer, que tu souhaites pousser et faire monter dans ton organisation?
Et là, il m'a dit, bah oui, effectivement, j'ai un patron d'agence qui est plutôt brillant. Il est jeune, il a très envie. Ça sent, en plus, il a une personnalité, il est très à l'écoute des salariés et visiblement, c'est ce que recherchent les salariés de cette entreprise-là parce qu'ils se sentent un petit peu délaissés par leur patron qui travaille sur d'autres projets. Ça peut permettre de redynamiser, enfin, d'apporter une dynamique supplémentaire à cette équipe. Et donc, du coup, il a réfléchi au sujet, il a contacté le cadre en question, ils ont longuement échangé entre eux. Il est revenu en disant, bah, écoute, on va avancer parce que il est très volontaire, il va déménager, il va s'installer, il est prêt à prendre le risque et à prendre les manettes de cette société-là. Okay. Et donc, on s'est déterminé là aussi un plan de communication, un plan de très, très pratico-pratique, de quand est-ce qu'on plug nos systèmes de reporting, quand est-ce qu'on rapatrie la compta, comment on fait pour la paye, etc. Ça, c'est des choses mécaniques. On a mis en place un calendrier et un mode opératoire avec qui est responsable de quoi. Et sur la communication groupe, on a programmé des interventions du dirigeant dans l'entreprise pour qu'ils sachent à qui ils avaient affaire. D'accord. La présentation du nouveau patron du site, et pour que ça se passe au mieux. Et en fait, il s'est installé au milieu des équipes. Donc pour être un relais de communication extrêmement simple avec le siège, c'est une voie directe à ce jour en tout cas tout se passe très bien et on a même des niveaux de croissance et de performance record. Et pour autant, on n'a pas été repeindre l'enseigne de cette entreprise-là en changeant de nom. On a conservé son identité parce qu'elle avait son portefeuille client qui était différent du nôtre. On le voit très bien puisqu'on a aussi une agence exactement dans la même région et en fait les deux ne se cannibalisent pas du tout. Donc on a privilégié le fait de conserver cette marque-là parce que ça nous amène un segment de clientèle différent. Et ça c'est typiquement quelque chose que vous avez identifié. On en a longuement parlé. On a challengé un petit peu toutes les options avec le dirigeant. On a traité tous ces volets-là ensemble dans l'échange. Ça a été plusieurs réunions assez denses qu'on avait tous préparées en amont. Qu'est-ce qu'on fait pour tel sujet? Pour le sujet de la marque, la sélection des produits, le catalogue, l'harmonisation effectivement des références produits. Qu'est-ce qu'on garde? Qui est-ce qui achète mieux? Comment on fait la comparaison? Qui s'en occupe? Donc en fait, c'était un cahier des charges extrêmement détaillé. Ok, d'accord. Parce que c'était une opération transformante aussi. Et... Alors, elle est transformante parce que c'est une quote-part de chiffre d'affaires qui est pas neutre pour le groupe, parce que c'est aussi la première fois qu'on lève une dette d'acquisition pour acquérir une société de cette taille-là. Et l'objectif, c'était de surtout ne pas faire moins bien que ce que faisait la société historiquement indépendamment du groupe. Okay. On ne voulait pas détruire de la valeur en intégrant cette société-là. Super intéressant. Je ne vais pas abuser de ton temps. On s'était donné 45 minutes. Si tu veux, j'ai des questions d'outro. Bien sûr. Des questions pour finir. Il y a un sujet, on avait dit qu'on en parlerait et on l'a pas traité, c'est le sujet RSE. Oui. C'est du coup super important. Comment tu l'abordes dans ton métier? Quand on parlait des valeurs partagées, la RSE est une déclinaison assez forte de ces valeurs. Aujourd'hui, c'est un acronyme qui est extrêmement à la mode. Tout le monde met la RSE à toutes les sauces. La réalité, c'est qu'il faut effectivement que ça parte d'une intention de départ. Encore une fois, la personnalité des dirigeants et de l'équipe de management sont des facteurs clés pour aller décliner la RSE. Alors, on a encore une fois des éléments assez mécaniques pour évaluer ça, puisque nous avons tous, je pense, au sein des fonds d'investissement ou des investisseurs sur fonds propres, mis en place des outils de mesure, d'appréciation
des critères RSE. Et ça passe par l'analyse du secteur, une grille que remplissent en fait les dirigeants d'entreprise sur les démarches qu'ils font au niveau environnemental, organisationnel, RH, enfin c'est sur l'ensemble des volets de la RSE. Au-delà de ça, une entreprise qui n'affiche pas de politique RSE en tant que telle, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir. C'est parfois simplement parce que ils n'ont pas eu le temps ou l'envie de matérialiser ce qu'ils font déjà, alors qu'ils peuvent être complètement naturellement RSE compatible entre guillemets. Okay. On va nous dans notre vue essayer d'appréhender ça. Si l'entreprise n'a pas sur son site internet effectivement une description de sa stratégie RSE, on va se le noter comme quelque chose à faire. Et vous allez demander mais on va d'abord s'attacher à ce qu'ils font réellement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont depuis très longtemps associé tous leurs cadres, voire tous leurs salariés au capital du groupe. Comment ils le font, pourquoi ils l'ont fait, quels sont les moteurs, ça nous aide à bien comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, ce sera un élément de formalisation, mais on sera déjà capable de jauger cet élément-là. Sur la partie environnementale, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui le font, mais qui communiquent pas forcément dessus. Organiser le tri des déchets pour des entreprises du tourisme, sélectionner des compagnies aériennes avec des flottes extrêmement récentes et donc une réduction de carburant et d'émissions carbone. Ça, typiquement, beaucoup d'entreprises du tourisme le font, mais ne communiquent pas forcément dessus. D'accord. Parce que ça leur vient pas à l'esprit, alors que ils le font de façon extrêmement vous leur conseillez naturelle. après de communiquer dessus ou... Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que ce soit pas juste de la communication, mais que ce soit, pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit incarné avant d'être communiqué. Que ce soit une vraie mission de fond de l'entreprise. Oui, qu'il y a déjà des actions mises en place et que ce soit pas du greenwashing ou justement... Voilà, ça nous intéresse peu en fait. Tout le monde est capable, de se créer une jolie page internet sur la stratégie RSE. Si le dirigeant lui-même n'est pas complètement convaincu, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. La connaissance des dirigeants, la connaissance de l'organisation nous permet d'appréhender ces aspects RSE. On leur demande pas d'être parfaits sur tous les aspects de la RSE. On va leur demander effectivement de creuser et de communiquer s'ils le souhaitent. Ça peut être un avantage aussi en termes de perception de l'entreprise et d'image de marque sur ce qu'ils font réellement. Et de continuer et d'imaginer quel est le plan effectivement futur pour continuer dans cette voie-là. S'ils sont très tournés vers l'aspect RH et social parce que ce sont des entreprises dont la valeur ajoutée et le savoir-faire est étroitement lié à la qualité des salariés, on mettra l'emphase sur effectivement la manière dont ils gèrent et ils fidélisent et ou récompensent leurs salariés. On leur demandera pas d'être parfait à tous les niveaux. On peut pas l'être. C'est un travail permanent, la RSE. C'est un fil continu, mais on identifiera des zones de progrès sur les thématiques qui sont les plus pertinentes pour eux. Quelle est la meilleure chose que ce métier t'a apporté ? On a démarré sur l'humain, on finira sur l'humain.
Je pense que ce métier est passionnant parce que on est en permanence dans l'interaction humaine. Accompagner les dirigeants, c'est accompagner vraiment des personnalités extraordinaires, on peut le dire, à tout point de vue. Après, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. On peut avoir des relations très compliquées, des phases, mais quelle que soit la qualité entre guillemets de notre relation, c'est toujours extrêmement enrichissant d'observer et d'interagir avec les dirigeants. On comprend d'autant mieux l'entreprise que on a bien compris la manière dont fonctionne son actionnaire dirigeant. Et ça, c'est vraiment extrêmement passionnant. Voir les écueils auxquels ils sont parfois confrontés, la façon dont ils vont se relever, et être capable d'apporter sa petite brique à l'édifice et de les appuyer effectivement dans ces difficultés, c'est aussi c'est à la fois humainement et intellectuellement très enrichissant. Ok. J'ai plus que 2 questions. Oui. L'avant-dernière, ce sera si tu avais un conseil à donner à des jeunes étudiants qui veulent travailler en capital investissement, qu'est-ce que ce serait? Très souvent, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait partie des questions que je pose à nos candidats stagiaires en général quand ils postulent. C'est qu'est-ce qui vous intéresse dans nos métiers. Beaucoup vont me répondre c'est la finance, c'est le goût pour la modélisation financière, pour les chiffres, pour la partie juridique parfois pour certains. Et j'ai presque envie de leur dire le peu répondent c'est le partenariat avec les dirigeants. Et la réalité des choses, c'est que c'est probablement ça, ce volet-là, qui est le plus passionnant. La technique, on peut l'acquérir. La finance, finalement, c'est un outil au service du développement. Ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est comment un dirigeant va créer de la valeur avec son style à lui et ses limites aussi. Et c'est en apprenant et en comprenant ses limites que nous, on peut aussi essayer de les aider. Okay. Et ça passe pas forcément par une relation où tout le monde est bons amis. Parfois, on sera dans l'opposition. Et c'est cette opposition qui fera avancer l'entreprise. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Il y en a beaucoup, on pourrait en parler des heures. Et que t'aurais aimé que je te pose? Non, pas spécifiquement. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Parfait. Et dernière question, comment est-ce qu'on te contacte? Alors, j'ai un profil LinkedIn et mes coordonnées sont assez faciles à trouver. Sinon, mon assistante, c'est Isabelle Cornillon chez nous et les coordonnées de notre bureau sont sur notre site internet. Parfait. Merci beaucoup, Nam. Merci. À très bientôt, Mathieu. À très bientôt. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.